Fleming Rose nous a contactés et nous a demandé si ça nous plairait de faire un dessin de Mahomet. Pour nous, c'était une manière de répondre aux provocations des terroristes, pour qui la religion est une sorte de munition spirituelle. Envisageriez-vous des excuses? Il n'en est pas question. Je vais bientôt avoir 72 ans, et à mon âge, on n'a peur de rien. Le 30 septembre 2005, le journal danois Jyllands-Posten publie 12 caricatures du prophète Mahomet. Une provocation dont le but était simplement de montrer que dans une démocratie moderne, il doit être possible de faire la satire de figures religieuses. Comme tous les Danois, je n'en revenais pas de voir incendier nos drapeaux et nos ambassades dans le monde entier. Plus de 150 personnes trouvent la mort. Comment cela a-t-il pu arriver? Et avec le Danemark? C'était grotesque, comme certaines des images du conflit véhiculées par Internet. Et voilà la reine du Danemark en pin-up dans un journal arabe. On se venge du blasphème par une lèse majesté. Ou par ce chanteur de pop égyptien qui ridiculise notre paisible démocratie. Et nous menace de brûler en enfer. Plutôt intimidant. Comme la plupart des Danois, je vais rarement à l'église. Celle de mon quartier de Copenhague, si bien entretenue, est presque vide en ce dimanche matin. Mais à 2 pas, dans les mosquées de fortune du même quartier, il y a foule. Quelque chose m'échappe. Nous avons bien érigé d'élégants minarets à Copenhague, mais dans le parc d'attractions des jardins de Tivoli. Le Danemark n'a sans doute pas su accueillir la foi musulmane comme il se doit. Cependant, cela ne suffit pas à expliquer les réactions suscitées par les caricatures de Mahomet. Je veux savoir ce qui se cache derrière ces slogans haineux et cette polémique suscitée par de simples caricatures. Les protestations étaient-elles vraiment l'expression spontanée d'une colère religieuse? Plus gravement, quelles conséquences ont-elles eues dans les démocraties d'aujourd'hui sur la liberté d'expression et le droit de critiquer et parodier la religion, y compris l'islam? Je veux en avoir le cœur net. Mon périple commence à Aarhus. Cette ville de province est le siège du journal Jyllands-Posten. Fleming Rose est le responsable des pages culturelles. Regrette-t-il d'avoir fait paraître les caricatures? Si je disais que je regrette et que je ne le ferai plus, j'adresserai un signal clair aux mouvements les plus violents et les plus réactionnaires. Cela reviendrait à leur dire: faites donc usage de la violence et de l'intimidation, puisque ça marche. Les premières protestations contre les caricatures sont parties d'une petite mosquée située dans les faubourgs de la ville. Pour nous, c'est un coup de poignard dans le cœur. S'ils s'étaient moqués de moi ou de gens ordinaires, ça n'aurait pas été un problème. Mais ils s'en sont pris à un véritable symbole de l'islam, à ce que les musulmans ont de plus cher. Car nous aimons plus le prophète que nos parents ou nos propres enfants. Un imam de cette mosquée s'est montré particulièrement virulent. Raed Al-Hayel. Je ne sais pas exactement quel était son point de vue, mais il dit avoir quitté le Danemark à cause des caricatures. Ainsi, l'instigateur du soulèvement ne se trouve plus à Aarhus. Me voilà donc à Beyrouth. Je suis à la recherche de l'imam d'Aarhus, disparu sans laisser de traces après la crise des caricatures. Dans un cybercafé, je trouve le site de Raed Al-Hayel.
Toute sa colère y était penchée. Et il explique pourquoi il a quitté le Danemark pour revenir à Tripoli, sa ville natale, dans le nord du Liban. Salut Karsten. Bonjour Red, merci de me recevoir. Je suis ravi d'avoir quitté le Danemark. Je me considère gagnant et non perdant. Si je vis dans un pays, je veux qu'on me respecte, moi, ma religion et mes croyances. Je ne vais pas rester dans un pays dans lequel je me sens humilié et bafoué. Bien sûr, en tant que musulman, je ne vois pas de meilleur système que l'islam. C'est ce en quoi je crois, et les valeurs sur lesquelles repose l'islam conviennent mieux à l'homme que les valeurs de la démocratie occidentale. Red Alayel est fier de sa campagne contre les caricatures. C'est grâce à nous que la classe politique a pris conscience du problème. Quand Red Alayel a voulu soulever l'opinion contre les dessins, il a eu besoin d'une aide de poids. Il a contacté le chef des musulmans sunnites au Liban, le cheikh Kabani, un grand mufti, très influent politiquement. Il me conduit auprès de lui. Quand le cheikh Alayel est venu vous parler des caricatures l'année dernière, quelle a été votre réaction? Je me suis dit qu'elles étaient l'œuvre d'une personne dénuée de sens moral. En arabe, les questions directes sont malvenues. Mais j'en pose une quand même. Puisque vous avez appelé à manifester, vous sentez-vous responsable de l'ampleur des protestations? Pas du tout. Je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Si les gens veulent manifester pacifiquement et que d'autres interviennent, ce n'est pas la faute des manifestants. Leur démarche n'avait rien de violent. Une manifestation pacifique, dit-il, à condition de savoir ce qu'on entend par là. La polémique autour des caricatures danoises fait ses premières victimes. Un manifestant meurt en se jetant par l'une des fenêtres de l'ambassade du Danemark. L'immeuble était en flammes. Comment un gouvernement a-t-il pu laisser faire cela? Je rencontre le propriétaire du bâtiment. Il a tout vu. Ils sont passés par les deux entrées. Vous allez voir l'autre. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour mettre le feu. Cocktail Molotov, gaz, etc. Ils avaient ça dans des bus qui étaient surveillés par l'armée. Et l'armée n'avait pas le droit de les arrêter. C'est par décision politique qu'ils ont pu entrer. Je m'aperçois que les caméras de surveillance de l'ambassade ont tourné pendant l'émeute. On voit des gens s'activer à l'intérieur. De toute évidence, il s'agit d'extrémistes sunnites. Ce n'est un secret pour personne. On sait comment ils sont. Sur la vidéo, c'est clair. On a laissé dégénérer la manifestation. Je cherche à comprendre la politique libanaise. L'armée a reçu l'ordre de se retirer des alentours de l'ambassade.
Qui a donné cet ordre? C'est le gouvernement, vous savez. Ils croyaient peut-être que ce serait pacifique, mais moi je sais qu'ils ont été informés du fait que ça ne l'était pas. À moins que l'armée et le gouvernement ne communiquent pas, ce dont je doute, l'armée savait que le bâtiment allait être brûlé. Les caméras ont filmé encore et encore jusqu'à ce que les manifestants les saccagent. Je ne crois pas que ce soit un conflit entre, d'un côté, une société moderne possédant la liberté de parole et de l'autre, l'islam. Le problème vient d'une société qui hait l'islam depuis les croisades. Cette société est devenue laïque, mais elle a gardé sa haine contre l'islam. La polémique autour des caricatures a fait de Raed Alayel un héros dans sa ville natale du Liban. Pas l'ombre d'un remords. Insulter Allah, le Coran ou Mahomet, qu'Allah le bénisse, même si c'est pour rire, ce n'est pas acceptable. Un homme peut prononcer un mot sans en connaître la signification et être envoyé en enfer pendant 70 ans, juste parce qu'il a insulté ou bafoué le prophète. Alors vous pensez que Fleming Rose brûlera en enfer? Sans aucun doute, s'il ne se convertit pas à Allah avant de mourir. Qu'est-ce qui vous inspire? Il est tout à fait conforme à l'image que je m'en faisais. Prochaine étape, Istanbul. Je vais rencontrer l'homme qui a joué un rôle discret mais central dans la façon dont la polémique s'est amplifiée jusqu'au conflit politique mondial. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le secrétaire général de l'OCI. L'OCI, organisation de la conférence islamique, représente l'ensemble des pays islamiques. Son secrétaire général est le docteur Ihsanoglu. Il me reçoit dans ce qui fut autrefois le harem de l'Empire ottoman. Il se sent insulté pour tous les musulmans du monde. Est-ce civilisé de manquer de respect à 1/5 de l'humanité? Aux croyances d'1/5 de l'humanité? Cela ne mérite-t-il pas votre respect? Ou bien pensez-vous, je suis dans un pays libre, je fais ce que je veux? Alors dans ce cas, les autres qui ne sont pas plus civilisés à mon sens peuvent bien mettre le feu à votre ambassade. Les deux actes sont tout aussi irresponsables. Au sommet de l'OCI, qui rassemblait à la Mecque les 57 pays membres, le docteur Ihsanoglu a produit les caricatures, les transformant en une formidable arme politique. Cela faisait des années que les dirigeants islamiques voulaient que le blasphème, notamment à l'encontre de l'islam, soit interdit par la loi. C'était l'occasion rêvée. أن يكون هذا القانون اللي فيه العقوبات الرادعة على كل من يسيء إلى المقدسات وخصوصا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملزم لجميع الدول اللي هي أعضاء في هيئة الأمم. Après la publication des caricatures, le docteur Ihsanoglu a écrit au Premier ministre danois. Vous avez demandé au gouvernement danois de freiner l'escalade de la violence. Cela signifie que vous saviez qu'elle aurait lieu? Bien sûr, puisque l'affaire était extrêmement sérieuse. L'ensemble du monde musulman a réagi. Je m'attendais à ce que cela dégénère et ce fut le cas. À qui donc la faute quand le débat démocratie contre dogme religieux se termine en pugilat? Le docteur Ihsanoglu ne se sent pas tenu de rendre des comptes. Mais alors, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans les rues du monde musulman? Non, 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 non. Au contraire, je n'en ai pas. Cette affirmation est fausse. Elle est mensongère. Vous ne pouvez pas affirmer cela. Toutes mes déclarations, mes conférences de presse, mes prises de position, mes lettres et mes discussions avec M. Kofi Annan et M. Solana sont consignées officiellement. Ce que vous dites est tendancieux et infondé.
Je suis désolé. Mais Retirez cette phrase. Retirez cette phrase ou je mets fin à l'interview immédiatement. Je regrette. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Vous ne pouvez pas. ce que je voulais dire, ce n'est pas que vous... Ne dites pas que je n'ai rien fait. J'ai cherché à calmer le jeu. Je regrette. Veuillez retirer ce que vous avez dit. Je vais reformuler ma question et je vais... Retirez ce que vous avez dit. Oui, oui. Oui, quoi? Je vais essayer de formuler ma question plus clairement. Mes rapports avec le docteur Ihsanolou se sont détendus après un bon repas. Mais force est de conclure que bien qu'il ait prévu les émeutes, il refuse d'être tenu responsable de quoi que ce soit. De retour au Danemark, je veux savoir ce que le Premier ministre danois pense de la loi islamique contre le blasphème. L'objectif inavoué, c'est de pousser la communauté internationale à restreindre la liberté d'expression sur les questions religieuses. Et je dois dire que sur ce point, nous serons inflexibles. Nous sommes convaincus de la nécessité de garantir la liberté d'expression la plus large possible, y compris le droit de débattre de manière critique des convictions religieuses. Une lettre signée de 11 ambassadeurs musulmans de Copenhague et adressée officiellement au Premier ministre de la République royale du Danemark ressemble en tout point à celle envoyée par le docteur Ihsanolou, qui demandait à M. Rasmussen de prendre des mesures contre le journal Jyllands-Posten. Nous avons évidemment tenu compte de cette lettre, mais elle appelait une réponse on ne peut plus claire. En aucun cas, le gouvernement danois n'irait s'immiscer dans les affaires d'un journal libre et indépendant. Voyant que le Premier ministre danois ne fléchissait pas, un groupe d'imams du Danemark, dont Red Al-Hayel, se sont rendus au Moyen-Orient pour mobiliser les esprits. Ils sont allés en Syrie, au Liban et en Égypte. Au Caire, les imams ont rencontré la Ligue arabe. Sur leur liste de dessins blasphématoires, ils en avaient quelques-uns de plus, qui ne faisaient pas partie des 12 publiés. This is one of the worst pictures can anyone ever imagine. They imagine our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the hands of a man praying and a face of a pig. En réalité, cette image provient d'un concours régional de cris de cochon. Du jour au lendemain, un Français se retrouve au cœur d'un conflit religieux international. Comment réagit le reste du monde au scandale des caricatures? Internet searches have been up worldwide for Muhammad after cartoons like this one depicting the prophet were printed in Denmark's Jutland Post newspaper. Plus de 3000 blogs débattent des caricatures danoises. Les dessins provocateurs circulent sur le net. Mais en dehors du web, peu de rédacteurs en chef ont le courage de les publier dans leurs journaux. L'autocensure est de mise en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France et en Allemagne, les journaux suivent une toute autre voie. Ils publient les images sans se soucier des conséquences. À Berlin, je vais rencontrer le journaliste Henrik Broder, qui voyage avec les caricatures pour les montrer partout en Europe. Je n'arrivais pas à croire que cela déclencherait une telle levée de boucliers. Les dessins sont totalement innocents, naïfs et inoffensifs. C'en est même étonnant. Mon préféré, c'est celui où le mollah est sur un nuage et qu'il crie à la terre « N'envoyez plus de martyrs, on n'a plus assez de vierges ». C'est une super vanne. Si on s'interdit de vexer les musulmans, après, il ne faudra plus manger de porc pour ne pas froisser les juifs, ni tuer une vache pour ne pas fâcher les hindous. Donc, pour moi, c'est non. Je revendique le droit de me moquer des croyances religieuses. 200 ans après les Lumières, ça ne devrait même plus faire l'objet d'un débat. Paris est l'étape européenne suivante. Je veux savoir pourquoi l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et son directeur de la publication, Philippe Wahl, ont décidé de faire paraître les caricatures danoises. Leur ton humoristique de gauche n'a rien à voir avec le conservatisme du Jyllands-Posten. J'ai été scandalisé par la façon dont j'entendais les commentaires sur le Jyllands-Posten en France. Disant que le Jyllands-Posten était un journal raciste, c'est la raison pour laquelle il avait publié ces caricatures. J'ai trouvé ça dégueulasse parce que le Jyllands-Posten
n'est pas un journal raciste. Ensuite, quand le Franc, le patron de France Soir, s'est fait virer pour avoir publié les caricatures en France, alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on marque le territoire pour savoir qui fait la loi, si c'est les groupes religieux ou le législateur dans une démocratie. En France, on peut tester les limites de la liberté d'expression sans émeute. Les musulmans français ont exercé leurs droits démocratiques en intentant un procès au journal. Faut pas rire d'eux. C'est une provocation de rire des mecs qui foutent des bombes dans les trains de banlieue et dans les métros et qui envoient des... Non, si le citoyen n'a plus le droit de ridiculiser ces gens-là, il est foutu. C'est pas une provocation, c'est le signe de la santé mentale des citoyens. À Paris, je rencontre l'un des plaignants, le président de l'Union des organisations islamiques de France. Le prophète de l'islam et le terrorisme. Donc nous devons réagir quand même. La loi, il y a la liberté d'expression, nous défendons la liberté d'expression. Mais quand ça se fait dans le cadre de la responsabilité. Pour certains musulmans, ce dessin accuse Mahomet de terrorisme. Notre interprétation, c'est que Mahomet est pris en otage par les terroristes. Oui, mais je pense que c'est aberrant. Sur ce que vous faites, vous pouvez avoir la conception que vous voulez, mais attendez la réaction. Et les réactions sont en effet incroyables. Et les balles, bien réelles. Au Pakistan ont lieu de violents mouvements de protestation, ouvertement anti-Occident. Elles provoquent des morts. Les protestataires sont encouragés au meurtre par une récompense offerte par l'un des chefs religieux de Peshawar. तो हमने वाजिबुल कत्ल होने के अलावा ये भी कहा था कि जिसने उस कार्टूनिस्ट को कत्ल किया तो उसको 10 लाख डॉलर इनाम दिया जाएगा. C'était vraiment très dur à vivre, évidemment. Mon épouse, qui en temps normal n'est pas du genre à se laisser impressionner, a été bouleversée. Elle est directrice d'une maternelle et certains parents sont venus lui demander si leurs enfants étaient toujours en sécurité dans son école. Oui, c'était vraiment très dur à vivre. Je poursuis mon voyage dans l'un des États du Golfe, le Qatar. Sa faible population et ses abondantes ressources de gaz et de pétrole en font l'une des nations les plus riches du monde. La majorité du pays appartient à l'émir et à sa famille. Je suis venu rencontrer l'un des chefs spirituels de l'islam qui a contribué au durcissement du conflit, le cheikh Youssouf Al-Qaradawi. Il présente une émission hebdomadaire sur Al Jazeera, la chaîne satellitaire retransmise dans le monde entier, qui se targue de défendre la liberté d'expression et la démocratie. Qaradawi appelle à une journée internationale de protestation contre les caricatures le vendredi 3 février 2006. Son message est entendu dans tout le Moyen-Orient et aussitôt mis en pratique, bien que 6 mois se soient écoulés depuis la publication des caricatures. Le lendemain, le samedi 4 février, l'ambassade danoise à Damas est incendiée. Le dimanche, des dizaines de milliers de musulmans en colère manifestent devant l'ambassade du Danemark à Beyrouth et mettent le feu au bâtiment. Le lundi, l'Iran suit le mouvement et pour la 3e fois en 3 jours, une mission diplomatique danoise est incendiée. Le cheikh Youssouf Al-Qaradawi jouit d'un statut semblable à celui du pape. D'ordinaire, il n'accorde pas d'interview aux médias occidentaux. Cela ne fait pas partie de sa stratégie. Nous venons de loin pour vous voir. Âgé de 81 ans, Qaradawi est devenu le principal télévangéliste du monde islamique. Dans son émission de télé, La Charia et la vie, il prodigue des conseils sur l'application des lois islamiques dans la vie quotidienne. Peut-on prendre rendez-vous pour mardi? Oui. À midi, mardi? Oui. On peut venir chez lui? Oui. Ok, merci. Je vais enfin discuter avec le mufti de la mondialisation.
Qu'est-ce que c'est? Le livre sacré? Le Coran. C'est le Coran. On peut le laisser en fond? Ils ont bafoué le prophète Mahomet. C'est une insulte à tous les musulmans du monde, à la nation islamique, à 1,5 milliard de personnes. Une insulte à 1,5 milliard de musulmans? Qaradawi peut difficilement parler pour chacun d'entre eux, mais en tout cas, il a su mobiliser les masses contre 12 dessins que peu d'entre eux auront vus. Dans certains pays, il y a eu des excès. Nous savons tous que cela peut arriver. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. C'était très limité et bien sûr, nous le déplorons. En tant que chef de la pensée de la communauté musulmane égyptienne, Qaradawi est apprécié pour la fermeté de ses positions politiques. L'Occident nous considère comme un peuple qu'ils ont colonisé autrefois et qu'ils coloniseront à nouveau. Ils nous regardent avec arrogance. L'Amérique veut dominer le monde, nous y compris. Elle veut faire ce qu'elle veut sans avoir de compte à rendre. S'ils continuent de nous percevoir ainsi, il n'y aura jamais de rapprochement. Nous devons nous traiter mutuellement comme des frères dans la grande famille de l'humanité. Les Occidentaux pensent que la démocratie est fondée sur la liberté absolue. C'est ce que nous contestons. La liberté absolue n'existe nulle part au monde. Il y a des règles pour la conduite automobile. Il faut s'arrêter au feu rouge. Les bateaux sont soumis aux lois de la navigation. Les avions obéissent à une réglementation aérienne. Personne ne peut faire tout ce qu'il veut. Dans les écoles coraniques, on apprend aux étudiants à réciter le livre sacré. Or, une question me chiffonne. Où dans le Coran est-il stipulé qu'on ne doit pas représenter Mahomet? Ce n'est pas dit tel quel dans le Coran. Mais les sages sunnites préfèrent ne pas représenter les prophètes. Tous les prophètes, pas seulement Mahomet, mais aussi Jésus, Moïse ou Abraham. Il s'agit de préserver l'image idéale que le croyant se fait du prophète. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le prophète Mahomet est représenté. Les artistes l'ont peint pendant des siècles, parfois en laissant son visage dans l'ombre, mais tout aussi souvent en montrant ses traits. Vous permettez que je lui montre ces dessins, afin qu'il m'explique en quoi il trouve qu'ils insultent l'islam? Voilà ce qui est paru dans le journal danois. Bizarrement, il ne les avait jamais vus, alors qu'il a encouragé les protestations. Sur ce dessin, Mahomet est représenté d'une certaine façon. Que véhicule cette image? Que Mahomet est un homme violent, un terroriste et un traître. On le voit dissimuler une bombe. Ça n'en fait pas seulement un homme de violence et un terroriste, mais aussi quelqu'un qui se moque du peuple et qui le trompe. Il cache la bombe sous son turban. Le message est clair et totalement injustifiable. J'ai l'impression que Al-Qaradawi regrette de m'avoir accordé cette interview. J'ai dû signer un papier m'engageant à traduire fidèlement ses propos. De toute évidence, il redoute que j'exerce ma liberté de parole en traduisant mal son message. Ma dernière étape au Moyen-Orient sera l'Iran. C'est l'un des États religieux les plus répressifs au monde. Les réactions iraniennes ont été les plus tardives, mais figurent parmi les plus virulentes.
Je n'avais aucune intention d'assister à une parade militaire, mais j'ai été conduit ici par mes hôtes du ministère de la Guidance islamique, qui ont tenu à ce que je filme ce spectacle de propagande des forces iraniennes. Sous l'œil du président, des dizaines de martyrs défilent en fauteuil roulant. D'après les rumeurs, il s'agirait des milices paramilitaires du Bassidji, qui auraient organisé les manifestations contre les caricatures. Leur bastion se trouve dans l'ancienne ambassade américaine, occupée par ces militants armés depuis 1979. Les caméras sont interdites ici, et j'attire des regards plus que soupçonneux. L'ambassade du Danemark est située dans les quartiers aisés et habituellement calmes du nord de Téhéran. Mais dans la nuit du 6 février 2006, l'atmosphère change. Klaus Juhl Nielsen, ambassadeur du Danemark à Téhéran au moment de la controverse, a une idée très nette de la manière dont les manifestations ont été organisées et par qui. J'ai appris que les manifestants étaient issus de ce qu'on appelle la milice des Bassidji. C'est une organisation paramilitaire de jeunes volontaires supervisée par les gardiens de la Révolution. Ceci veut dire qu'elle est placée sous l'autorité et le contrôle du gouvernement iranien, puisque les gardiens de la Révolution rendent directement compte au président. Nous savions aussi qu'il y avait parmi eux des agitateurs professionnels, c'est-à-dire des personnes plus âgées qui sont là pour exciter les jeunes et mener le cortège. Et ce jour-là, à la tête de l'émeute, il y en avait justement une bien précise. Jusqu'à présent, au cours de mon périple au Moyen-Orient, je n'ai rencontré personne qui ait reconnu avoir pris part aux émeutes et à l'incendie de l'ambassade du Danemark. Peut-être qu'ici, en Iran, je pourrais en rencontrer et comprendre leurs motivations. Sur Internet, des milliers d'images circulent sur ces émeutes. La photo d'un homme à la main ensanglantée, prise devant les grilles de l'ambassade du Danemark à Téhéran, attire mon attention. Qui est-il? Pourrais-je le retrouver parmi les 10 millions d'habitants de Téhéran? On m'a assigné un intermédiaire. J'espère qu'il m'aidera à retrouver le manifestant. Mais je suis bien vite détourné de mon enquête et conduit dans un étrange centre commercial. C'est un magasin religieux? On trouve tout ici pour la Révolution? C'est le supermarché de la Révolution? Ils vendent des posters de Mahomet? Cette année, ils les ont retirés. Mais avant, il y en avait beaucoup. Avant, oui, mais c'est fini. Il dit que c'est le dernier. Le dernier poster de Mahomet. Vous voulez l'acheter? Oui, je veux bien. On vient d'acheter le dernier poster du prophète Mahomet. Dans la tradition chiite de l'islam, le prophète a souvent été représenté. Mais par respect pour ses frères sunnites, le clergé chiite a décidé d'interdire les icônes de Mahomet. J'ai trouvé cette photo. Qui est-ce? C'est Monsieur Ali Bakshi, l'un des membres éminents du Bassidji. Il est spécialisé dans les manifestations. Vous pensez qu'il aurait pu orchestrer ces manifestations? C'est possible, oui. Vous savez où je pourrais le trouver? Sans doute à la prière du vendredi. À la prière du vendredi. Tout musulman qui se respecte y est. Je me rends donc à la prière du vendredi. Je remarque quelques signes de lassitude religieuse chez les fidèles du campus de l'université de Téhéran, laquelle fut réquisitionnée par la révolution islamique il y a 28 ans.
Chaque prière du vendredi est traditionnellement suivie d'une manifestation. La propagande du jour vise les femmes qui enfreignent le code vestimentaire islamique, en laissant dépasser trop de cheveux de leur voile, ou encore un poignet ou une cheville. Je cherche en vain mon agitateur professionnel. Monsieur Ali Bakshi, où puis-je le trouver? Soudain, dans la foule, j'entends quelqu'un dire « Ali Bakshi habite à Karaj et non à Téhéran ». Cet homme croit savoir où il habite. Il vous faut une autorisation pour aller à Karaj. J'ai l'autorisation de travailler en Iran. Non, seulement à Téhéran. On ne m'a pas dit ça. La carte de presse stipule bien émis par Téhéran. Alors c'est bon? C'est bon, mais vous ne pouvez pas sortir de la capitale. Je commence à comprendre que mon intermédiaire n'est pas là pour m'aider, mais pour me mettre des bâtons dans les roues. Hello? You know, if you go there, the police will catch you, but you don't have any authorization. But I mean, nobody said anything about authorization. We have a press card valid for the whole of Iran. You cannot go to Karaj without written permission. But this is like the Soviet Union. You know, you think that you have come here from another planet to teach us everything? No, I don't think so. I'm just saying that you issue a press card, and I think that it would be valid for me to go around and... No, I have to be informed at least 48 hours before. So... That's impossible. Okay. Thank you. Have a good day. Bye-bye. They don't want us to talk to this guy. Le lendemain matin, avec un nouveau chauffeur et sans mon intermédiaire Rotor, je décide d'aller à Karaj sans autorisation. Je cherche un certain Ali Bakshi. Ça vous dit quelque chose? Après plusieurs heures de recherche dans les mosquées de Karaj, la chance semble enfin me sourire. Okay. Salam alaikum. J'ai posé ma main couverte de sang sur l'ambassade danoise pour montrer que nous soutenons notre chef religieux et que nous sommes prêts à sacrifier notre sang. Oui, j'ai participé à la manifestation. J'étais l'un des plus actifs. A-t-il vu les dessins? Non, je ne les ai pas vus. Qu'est-ce qui vous a poussé à manifester et à mettre le feu à l'ambassade? Les fondamentalistes de l'université Imam Sadek, membres du Bassidji, m'ont appris que le saint prophète Mahomet avait été offensé. Ils m'en ont informé, je leur ai dit d'aller manifester et que je les rejoindrais. Non, nous n'avons pas brûlé de drapeau danois, c'est faux. Nous avons dit à l'ambassadeur que nous avions été insultés. Nous lui avons demandé d'en informer son gouvernement pour qu'il arrête les criminels et présente des excuses. Nous avons manifesté pendant encore 3 jours. À ce stade, l'ambassadeur du Danemark reçoit des menaces sur son téléphone portable et des bombes incendiaires sont lancées sur sa maison.
J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères l'autorisation de quitter le pays au plus vite. Je l'ai obtenue et nous avons alors décidé que tous les ressortissants danois devaient être évacués dans les plus brefs délais. Le soir même, nous avions tous quitté l'Iran. J'ai les dessins qui ont offensé tant de musulmans. Il veut peut-être les voir? Pas de problème. Je ne suis pas un fanatique. Est-ce là le prophète Mahomet? C'est impossible. Si c'est le prophète, c'est mensonger. Il est représenté comme un sikh indien. Me voici donc en présence d'un activiste iranien septuagénaire qui doit ses terres et sa richesse à la révolution islamique en échange de nombreuses années de bons et loyaux services en tant qu'agitateur professionnel. Ces manifestations n'avaient rien de spontané. Toutefois, je repars avec de la sympathie pour cet homme. Au moins, il a eu le courage de ses opinions. Il m'a fait part de la tragédie qu'il a vécue. Une pièce est dédiée à la mémoire de son frère et de ses 2 fils, tués lors de la guerre contre l'Irak. Apportez les photos de l'enterrement de mes fils. Les photos de Reza, mon fils. Ses photos personnelles. Il avait 2 grenades sur lui. Il a été touché et déchiqueté en 1000 morceaux. J'ai commencé à ramasser ses membres éparpillés. Et ses camarades ont pris le relais. C'est mon frère. Il a perdu ses bras et ses jambes. Ses bras et ses jambes. Vous venez parler à vos enfants ici? Que s'est-il passé et pourquoi? Ma voiture a été touchée par une mine anti-char. J'ai été projeté hors du véhicule. J'ai essayé en vain d'éteindre le feu. Cette photo a été prise un quart d'heure avant qu'il soit tué dans un champ de mine. C'est la voiture qui a explosé? C'est la voiture qu'il prend pour aller manifester à Téhéran. Oui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De retour à Téhéran, je rencontre le directeur de la maison iranienne de la caricature. En plein cœur du conflit, l'Iran décide de riposter contre les caricatures du prophète. Le gouvernement invite des artistes du monde entier à réaliser des dessins satiriques sur l'Holocauste. Le but est de mettre l'Occident face à ses limites en matière de liberté d'expression. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce concours de caricature? Pourquoi l'Holocauste? Un tel concours ne pourrait pas avoir lieu en Occident. Les gens ne peuvent pas y critiquer l'Holocauste. D'ailleurs, moi, je suis interdit de séjour dans 17 pays. Pourquoi? À cause de l'exposition. Vous pensez que l'Holocauste est un sujet tabou pour nous? Oui. En réalité, les sionistes ont inventé une légende en prétendant que 6 millions de Juifs ont été tués. Toutefois, il y a un dessin qui n'a pas participé au concours. En parlant de liberté d'expression, un dessinateur portugais, Augusto Cid, a réalisé un dessin qui montre votre président, Ahmadinejad, à Auschwitz, disant « Oh, tous ces gens doivent être morts de la grippe aviaire. » La grippe aviaire. J'ai essayé de trouver une reproduction de ce dessin, mais sans succès. Non. Même s'il me semble évident que la liberté d'expression n'est pas la priorité de la révolution islamique iranienne, on ne peut pas reprocher aux Iraniens de s'attaquer aux lois européennes contre le révisionnisme. Comment l'Europe doit-elle réagir? En abrogeant ces lois.
Mais entre-temps, un autre irréductible de la liberté d'expression, Fleming Rose, est pris dans la toile tissée par les médias iraniens. Il est assailli par la presse du monde entier et déclare à CNN que le Yilan-Posten publiera également les caricatures de l'Holocauste. I can tell you that my newspaper is trying to establish a contact to that Iranian newspaper, and we would run these cartoons the same day as they will publish them. Fleming Rose est désavoué par son directeur de la publication, qui refuse de collaborer avec le journal iranien et nie toute intention de publier de nouvelles caricatures, qu'elles portent sur des juifs ou des catholiques, du moins pour l'heure. C'est la crise au journal. Fleming Rose essaie de faire face au flot d'emails qui envahissent sa boîte. Son téléphone affiche 127 appels manqués et son répondeur 37 messages. Rétrospectivement, diriez-vous que c'est à ce moment-là que vous avez touché le fond? Tout à fait. Et ça a été pareil pour mon patron, qui a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'avez-vous ressenti exactement? J'ai ressenti c'est difficile à exprimer. Le journal impose un congé à Fleming Rose. Il y a donc des limites à la liberté d'expression au Danemark. Qu'en est-il de l'Allemagne? De retour en Europe, après mon voyage au Moyen-Orient, je constate que la censure a gagné du terrain. L'Opéra de Berlin a tellement peur de blesser les musulmans qu'il renonce à reprendre les représentations d'un opéra de Mozart vieux de 200 ans, Idoménée. La scène où la tête de Mahomet décapitée est exhibée avec celle de Bouddha et de Jésus est tout à coup considérée comme risquée. Cet opéra est mauvais. Il mérite d'être annulé pour des raisons artistiques. Mais il a été annulé à cause de l'ampleur de l'affaire des caricatures. Ils ont cherché à apaiser les musulmans avant même de savoir s'ils allaient protester. À Paris, c'est le jour du verdict au palais de justice. Le dispositif de sécurité est renforcé. Je reviens pour assister au procès qui oppose l'Union des organisations islamiques de France à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Un procès décisif pour la liberté d'expression en Europe. Est-il, oui ou non, légal de publier de telles caricatures de Mahomet en France? La presse en France est libre jusqu'à plus ample informé et on saura jusqu'à quel point cet après-midi. Au cours des auditions, Fleming Rose est cité comme témoin clé. Une condamnation signifierait ne plus pouvoir se moquer des idéologies, les critiquer ou les questionner. Aujourd'hui, c'est une religion qui est en cause, mais demain, ce sera une opinion politique ou une conviction quelconque. Voilà pourquoi ce procès me paraît un enjeu majeur pour l'Europe. Le tribunal a relaxé, M. Philippe Ball. On va saisir encore l'appel, on va faire un appel, on va puiser toutes les voies que le droit nous donne. C'est tout, on va pas à la rue. Et vous aspirez pas un peu de sérénité, justement, parce que c'est pas très Mais c'est la sérénité, les gens, quand ils se défendent par la loi et par le droit, c'est pas la sérénité, madame? Je pense qu'elle est très importante. Ça le fera jurisprudence et c'est ça que nous voulions, au-delà même de notre sort à nous, à Charlie Hebdo. C'est une jurisprudence qui est précieuse pour toute la presse, pour les artistes, pour les peintres, les cinéastes, les journalistes, les créateurs, pour tout le monde, les chorégraphes, enfin pour tout le monde. Au Danemark, notre Premier ministre est persuadé, comme seul un politicien peut l'être, que son idée de la liberté d'expression est sortie vainqueur du conflit.
Après tant d'années de démocratie, nous avions fini par croire qu'au Danemark, la liberté d'expression était un acquis qui allait de soi. Mais l'affaire des caricatures a mis en évidence les intentions de certaines organisations puissantes qui veulent restreindre la liberté d'expression dans le monde entier. Cet événement aura eu au moins le mérite de susciter un débat de société et de provoquer une prise de conscience sur la question de la liberté d'expression et de la presse. Pour moi, cette histoire n'a fait que renforcer les libertés fondamentales dans notre pays. Je ne serai pas aussi catégorique. Et l'auteur du dessin qui a suscité les réactions les plus violentes non plus. Au bout du compte, qui sort véritablement gagnant de cette histoire? Ce qui est sûr, c'est que je n'accepterai jamais de m'auto-censurer. Je continuerai à n'en faire qu'à ma tête. Maintenant, tout ce qui touche au symbole musulman est examiné à la loupe. Ce dessin était censé illustrer la menace que représente l'explosion démographique dans les pays musulmans. La rédaction l'a tout d'abord accepté, et puis, réflexion faite, a décidé de le retirer. J'ai dû faire un autre dessin. C'est comme si on disait, on a dit ce qu'on avait à dire, maintenant ça suffit. Et ça me désole. Je pense que nous avons encore perdu un peu de liberté dans cette controverse au profit du politiquement correct. Par peur, trop de gens se sont trouvés contraints de dire « Bien sûr, nous sommes pour la liberté, mais dans une certaine limite. » Cela dit, je n'aurais pas protesté si quelqu'un avait décelé les étincelles avant que tout ne s'enflamme. La bombe aurait pu être désamorcée et le visage de Mahomet totalement estompé. J'aurais préféré une autre version de cette sacrée caricature. Une version abstraite.